Europe 1. Jean-Marc Morandini. Ce soir, TF1 lance la 3e saison de L'amour est aveugle, une sorte de tournée-manège dans le noir pour que les célibataires se découvrent sans être influencés par le physique. Avec nous pour en parler, Sophie Troadec, directrice des programmes d'Andemol, qui produit donc cette émission. Sophie Troadec, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Donc, 3e saison ce soir. D'abord, première constatation, ça passe très tard, 23h35. Pas un peu déçu de voir une programmation si tardive ? Ça a toujours été le cas, c'est les horaires de TF1 pour cette partie de soirée. Donc non, pas de déception à ce sujet-là. C'était un peu plus tôt avant quand même. Bon, peut-être. Écoutez, c'est la grille de TF1, je sais pas, mais c'est vraiment pas une information qu'on a soulevée, quoi. Ça nous gêne absolument pas. D'accord. C'est vrai que très souvent, cette émission a été un vivier pour trouver des personnalités. Je pense à Nabila, je pense à Anthony qu'on a vu dans d'autres émissions. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, c'est pas grave. Okay. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que vous êtes un vivier ? Bah écoutez, peut-être, mais en même temps, c'est plutôt flatteur d'être un vivier. Donc voilà, j'espère qu'après cette saison, il y aura de quoi faire d'autres émissions pour d'autres boîtes de prod et qu'on sera un vivier à nouveau. Mais cette année, écoutez, on a encore de fortes personnalités, un bon casting, des vraies rencontres, des belles histoires d'amour. Donc Nabila ou pas, en tout cas, on est ravis de notre casting. On peut rappeler en quelques mots le concept de cette émission pour les gens qui n'ont pas vu les 2 saisons précédentes ? Oui, tout à fait. L'histoire, c'est de vivre une vraie expérience à travers une boîte noire. Le noir exacerbe les sentiments, ça va beaucoup plus vite que dans une certaine réalité. Et puis, ça permet d'aller directement à ce qu'on a à l'intérieur de nous, de ne pas s'arrêter sur un physique. Donc, c'est l'expérience de ce programme. Et cette année, notamment, on a aussi pas mal évolué sur le casting. Mettre des personnages. On a par exemple un garçon tatoué, donc on ne se doute pas qu'il est tatoué des pieds à la tête. C'est très intéressant pour ce type d'expérience. Un mot encore sur Arnaud Lemaire qui n'apparaît plus dans l'émission. Il présentait jusque-là. Vous trouviez qu'il n'était pas bon ? Absolument pas. Arnaud Lemaire est parfait. C'était avant tout un choix éditorial. On voulait faire évoluer le programme. Ça servait pas à grand-chose en tout cas. Pardon ? Il servait pas à grand-chose. Bon, écoutez, c'était un plateau, mais on s'est juste rendu compte qu'on avait envie d'aller plus vite à l'essentiel et que le plateau n'était pas forcément nécessaire. En revanche, Arnaud Lemaire fait toujours partie de l'aventure. Il fait la voix off, il est très impliqué dans ce programme. Et voilà, c'est un programme qu'il aime beaucoup et qu'il défend beaucoup, je crois, et on est ravis de l'avoir à cette position-là. Voilà, L'amour est aveugle, donc à 23h35 sur TF1. Merci Sophie Troadec, directrice des programmes d'Andemol, d'avoir été avec nous. Et merci au monsieur qui vous soufflait les réponses au début, d'avoir été également avec nous. Europe 1, il est 9h48. Allez, avec nous Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours. On va faire le bilan des access des chaînes de télévision. On est après... C'est ce qui nous a donné un peu un fou rire tout à l'heure parce qu'on entendait très bien le monsieur qui lui soufflait les réponses au début. Donc c'était un peu étrange comme situation. On va faire avec vous Eva le bilan des access. Ça fait quelques jours que Laurent Ruquier est arrivé sur France 2. Alors Laurent Ruquier qui s'arrête ce soir. C'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'au moment d'installer une émission et au moment où les téléspectateurs commencent à prendre l'habitude, on arrête cette émission pour faire le bilan des Jeux Olympiques de Sochi. Et oui, mais ça c'est toujours un peu le même problème. Donc il va y avoir à la fois les téléspectateurs fidèles de Laurent Ruquier et les fidèles de Plus belle la vie qui vont être déçus et qui vont râler évidemment comme à chaque fois qu'il y a des grands événements sportifs. Alors on peut quand même imaginer que ça va permettre à Laurent Ruquier de revoir un petit peu la copie et puis pour espérer revenir avec une émission un peu plus rythmée. Comment ça se passe pour l'instant ? Alors pour l'instant les audiences sont pas en tout cas ce que souhaitait France 2 pour rester clair. La première partie de l'émission, elle est à environ 1 200 000 téléspectateurs, soit 7,6% de part d'audience. Et puis il monte un peu plus évidemment au fur et à mesure où on se rapproche du 20h. 1 700 000 personnes en moyenne avec 8% de part d'audience, alors qu'on France 2 misait quand même sur 12%. Donc on est quand même loin du chiffre qu'ils espéraient obtenir. Moi je pense que ces 15 jours, finalement, ça va plutôt faire du bien. D'abord parce que je pense qu'ils vont revoir leur copie, notamment sur le nombre de chroniqueurs, le nombre de pensionnaires, et pourquoi pas faire une bande peut-être un peu plus incisive, prendre les meilleurs en fait des personnes qu'on a vues jusqu'à présent, et peut-être trouver aussi un autre rythme. Je sais qu'ils envisagent de faire un peu plus d'happening, peut-être un peu plus de magnéto aussi entre les sujets, et peut-être un peu plus fun, parce que c'est vrai qu'à cette heure-là, vous n'avez pas forcément envie d'avoir des sujets très sérieux à débattre. Donc ils vont prendre 15 jours pour se poser, pour réfléchir et revenir avec des améliorations sans doute. Alors, est-ce que le Grand Journal a souffert de cette arrivée de Laurent Ruquier ? A priori, non, pas vraiment, parce qu'ils sont toujours à 1 400 000 téléspectateurs, c'est 6,6% de part d'audience, c'est assez stable en fait depuis la rentrée. Il y a eu quelques pics quand il y avait vraiment un événement important avec une star par exemple qui venait sur l'émission, mais ça reste extrêmement stable. Du côté de Touche pas à mon poste, ça bouge pas non plus ? Ça bouge pas non plus, ils sont assez hauts quand même, ils sont surtout hauts sur les ménagères, vous savez notre fameuse ménagère de moins de 50 ans et sur les jeunes. Voilà, les cibles des publicitaires exactement, et puis sur les jeunes, et c'est à peu près presque 1 200
000 téléspectateurs, 5,7% de part d'audience. Et du côté de France 5 avec C'est à vous? Pareil, aussi, stabilité. En fait, l'arrivée de Laurent Ruquier n'a pas bousculé sur les talk-shows. Vous savez, on se demandait s'il allait prendre des téléspectateurs, mais C'est à vous, c'est 800 000 téléspectateurs en moyenne et 4%. En revanche, visiblement, ça a boosté Money Drop. Alors, on ne sait pas si c'est Money Drop qui attire plus de gens ou si c'est l'arrivée de Laurent Ruquier et la disparition du jeu de Nagui sur France 2. Mais en tout cas, Money Drop cartonne sur TF1. Oui, parce qu'ils sont à plus de 4 800 000 téléspectateurs. Avec des points au-dessus de 5 millions. Voilà, 23,6% de part d'audience. Mais vous savez, il y a deux choses. Il y a deux rouages qui sont extrêmement importants en télé. C'est l'identité, c'est-à-dire je sais que je suis sur TF1 parce que je suis en train de voir un jeu. Et donc, quand vous avez une forte identité, vous pouvez aussi fidéliser les gens. Donc ça, c'est un travail qu'a fait TF1 depuis des années. Vous savez que vous avez un jeu sur TF1, vous savez que vous allez pouvoir vous divertir. Que si vous loupez 10 minutes parce que vous êtes en train de faire la cuisine, c'est pas très grave. Et ils jouent là-dessus. Et c'est là-dessus aussi que ça fonctionne très bien. Comme l'info sur France 3. Vous savez que si vous vous mettez sur France 3 à cette heure-là, vous allez avoir l'info de vos locales et ensuite l'info nationale. C'est des rendez-vous, en fait. C'est des rendez-vous qui sont installés depuis des années. Donc c'est compliqué pour Laurent Ruquier de lui demander d'avoir instauré un rendez-vous en 3 semaines. C'est pas possible. Et puis pour terminer, un mot sur 100% Mag sur M6. Alors 100% Mag, les audiences, elles sont plutôt... ça va, c'est 1 700 000 personnes, c'est quand même 9,5% de part d'audience. C'est toujours eux qui sont 3e sur le podium. Ouais. Ce qui inquiète un peu M6, c'est que c'est sur les fameuses ménagères, toujours pareil, donc cible des publicitaires, que ça baisse sur une année. Donc là, ils envisagent sérieusement de remodeler l'émission pour en faire un produit, j'allais dire, entre guillemets, un peu plus attractif et puis garder les téléspectateurs. Merci beaucoup Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours pour ce point sur les Access. Le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini. C'est un phénomène qui fait la une des médias ces derniers jours, les liaisons dangereuses qu'entretiennent les personnalités avec la drogue. La semaine dernière, on a appris la mort par overdose de l'acteur Philip Seymour Hoffman. Les médias ont relayé les problèmes de Justin Bieber ou encore du comédien de la série Desperate Housewives, qui était un jeune comédien d'ailleurs, qui jouait le rôle du fils de l'une des héroïnes de la série. On a voulu se demander ce matin pourquoi ce fléau touchait autant les personnalités. Avec nous pour en parler, Sabrina Philippe, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous sur Europe 1, vous êtes psychologue. C'est vrai que c'est assez surprenant de voir à quel point les stars sont touchées par ce phénomène de la drogue. Or, assez bêtement, j'ai envie de dire, on se dit, bon ben voilà, elles ont tout pour être heureux, elles ont la notoriété, elles ont l'argent. Pourquoi est-ce qu'elles vont autant dans la drogue ? Parce que la pression est très très dure. Voilà, c'est un métier où vous ne pouvez pas avoir d'état d'âme. C'est un métier où vous n'avez pas le droit d'être fatigué. Quand vous êtes fatigué, vous devez de toute façon être en représentation quand même. Vous avez des journées extrêmement longues, donc vous devez tenir en fait. C'est ça, en fait, c'est l'exigence finalement du métier qui pousse à ça. C'est l'exigence du métier, une exigence de plus en plus forte parce que la concurrence est de plus en plus forte. Donc vous devez être au top tout le temps et c'est impossible pour chacun d'entre nous. Mais ça fait peur parce qu'on voit beaucoup de jeunes, enfin on voit Justin Bieber par exemple qui est tout jeune, qui est tombé là-dedans. On voit ce jeune garçon là qui était dans Desperate Housewives, qui est un gamin. C'est vrai qu'il a une belle carrière déjà derrière lui et on a l'impression qu'ils sont en train de se foutre en l'air avec ça. Oui, ils se foutent en l'air d'autant que justement ils ont commencé jeunes, donc ils n'ont pas pu se construire vraiment psychologiquement, ils n'ont pas pu vraiment se renforcer. Donc ils arrivent dans un milieu qui est un milieu de requins. Il faut tenir, il faut être au top, il faut être beau, il faut être drôle, il faut avoir de la répartie au bon moment. Et ça, encore une fois, c'est super dur. Je pense qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est. Mais est-ce que ça veut dire, parce que quand je vous entends, ça fait un peu peur, ça veut presque dire que c'est incontournable de passer par la drogue quand on a un métier public, quand on a un métier avec des stars et des vedettes? C'est quasi incontournable pour vous? Non, c'est évidemment pas incontournable, heureusement. Mais vous avez certaines personnes qui vont être plus renfermées, plus timides et qui vont essayer d'être plus extraverties grâce à la drogue. Donc ça marche une fois, ça marche 10 fois et on devient addict. Et on devient addict et on tombe dans l'excès, ce qui arrive de plus en plus souvent. On voit toutes ces stars également qui vont en cure de désintoxication, alcool et drogue. On en parle beaucoup aux États-Unis, on en parle un peu moins en France. Est-ce que c'est aussi présent en France ? C'est présent en France, ça va le devenir de plus en plus. Il faut savoir aussi qu'avant, la drogue, c'était beaucoup plus, politiquement accepté. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a eu des époques où tout le monde... Les années 70 les années 70, tout le monde se droguait. Aujourd'hui, on est dans une période bio, on doit être sain, en bonne santé, donc on ne doit pas, justement, refléter une personnalité addicte, que ce soit à la cigarette, d'ailleurs, ou à toute autre addiction. Donc ça se cache aujourd'hui en France, en tout cas, mais ça existe également, bien évidemment, chez les acteurs. On se souvient de Jean-Luc Delarue, par exemple, qui avait réussi à cacher ça pendant très longtemps avec ses failles et ses faiblesses et finalement ça finit par exploser. Est-ce qu'aujourd'hui finalement les stars ont envie de le dire parce qu'il y a ce besoin de transparence aussi aux États-Unis? Je crois qu'on est dans un besoin de transparence. Je crois aussi qu'avec Internet, aujourd'hui, beaucoup de choses se savent. Il y a des images qui sont prises un peu partout. On arrive moins aussi à se cacher. On l'a vu ces dernières semaines. Ouais. C'est de plus en plus difficile de cacher en réalité une vie privée.
y compris dans les addictions. Ouais, voilà, dans tous les cas en tout cas. Dans tous les cas. Merci beaucoup Sabrina Philippe, psychologue, d'avoir été avec nous donc, pour cet éclairage sur la drogue et les stars, ce besoin d'être tout le temps en forme, c'est ce que vous disiez, et ce besoin d'être en représentation permanente. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.